Et il se pose la question de savoir comment on définit l'insuffisance lutéale, parce que Oui. il y a quand même beaucoup de chiennes, à mon avis, en fait, tu sais que je pense ça, qui sont Mm. supplémentées sans raison. Mais c'est le Pour cas. Alors, c'est avoir, le cas. Oui, mais pour c'est mettre, sûr. C'est pour sûr. m'être rendu compte de certaines chiennes que les propriétaires ne voulaient pas supplémenter, qui sont tombées à des taux très bas de progestérone et qui ont maintenu leur gestation. Il y a très certainement des chiennes qui font des vraies insuffisances lutéales et des chiennes qui baissent en progestérone et pour lesquelles c'est tout à fait normal. Et il y a la publication du groupe de Sebastian Hart en Allemagne semble indiquer que certaines chiennes peuvent tomber à des taux très bas de progestérone sans avoir de problème majeur, quoi. Oui, mais la difficulté étant que il faut juste avoir, pour le coup, que le vétérinaire et l'éleveur aient le niveau de testostérone suffisant pour oser regarder la chienne baisser tranquillement en progestérone en se disant c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, elle va maintenir sa gestation. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi. La difficulté de l'insuffisance lutéale, c'est d'arriver à la définir, mais juste parce que on n'ose pas aller jusqu'au point critique hein, qui serait l'avortement. Mm. Heureusement, dans un sens. Oui, et Certaines, c'est aussi une des motivations de cette histoire-là, c'est que, en fait, nous, on est quand même très, très convaincus que le traitement n'a pas d'impact, juste parce qu'en France, contrairement aux États-Unis, on utilise de la progestérone micronisée, c'est-à-dire, en fait, finalement, exactement la même molécule que celle que sécrète le corps jaune. Donc, en fait, il n'y a pas de bonne raison de penser que ça puisse être délétère, et surtout que quand on supplémente en progestérone, en fait, on s'aperçoit qu'on n'arrive pas non plus à des niveaux énormissimes de progestérone. Donc, on n'a pas de raison de penser qu'on se met dans des situations pathologiques. Mais bon, enfin, vous connaissez la règle vétérinaire, hein, primum non nocere, c'est-à-dire d'abord ne pas nuire. Donc, nous, on est pour continuer à supplémenter. Alors, je suis d'accord avec toi, pas forcément dans n'importe quelle condition, mais qu'on veut juste être sûr que quand on le fait, au pire, c'est pénible pour le propriétaire, mais c'est pas grave pour la descendance. non, je suis d'accord. Enfin, sauf dans le cas que tu décrivais de clubs de race qui après interdiraient la reproduction des Oui. chiennes supplémentées. Oui. Là, ça pourrait être problématique. Bon, je crois qu'il y a plein de questions. Alors, on va peut-être, ben là, comme on vient, tu peux peut-être répondre déjà à toutes les questions sur l'insuffisance lutéale, parce que c'est frais dans l'esprit des gens. Donc, on va aller en sens inverse des questions. Donc, Alors, je pense pas est-ce des que c'est questions. si grave que ça de la supplémenter, même si elle en avait pas besoin? Ah, oui, bah voilà, bah c'est exactement ce Hmm. qu'on vient de dire. En fait, c'est ce qu'on aimerait bien savoir. Dans l'état actuel des choses, non. Et c'est pour ça que on prend le risque enfin, on peut prendre le risque de se dire, bon, bah c'est pas, enfin, on a le moindre doute d'insuffisance lutéale. Dans ces cas-là, on va supplémenter. Mais ça, c'est vrai à l'échelle individuelle. Alors, je ne sais pas si ça vous parlera, mais en fait, globalement, on peut quand même se poser des questions populationnelles, c'est-à-dire, est-ce qu'on a intérêt à laisser persister dans la population des animaux qui ont des troubles majeurs de la reproduction? Mais bon, une fois que je vous ai dit ça, l'insuffisance lutéale, ce n'est pas notre plus gros problème hein, à l'heure actuelle, parce que dans ces cas-là, il faut se poser la question sur des animaux qui ne sont capables de reproduire que par césarienne, que par insémination artificielle, etc., etc. Donc là, on rentre dans un grand débat sur quel doit être le mode de sélection des reproducteurs. Mais donc, en gros, pour répondre à votre question, bah non, enfin, à l'heure actuelle, je pense que non, mais c'est ça que cette manip aimerait bien arriver à démontrer, c'est est-ce qu'on fait des dégâts sur la portée. Une Bon, amie une en amie en France a eu un cas d'insuffisance lutéale supplémentée. Elle a eu 2 cas de ah pseudo-hermaphrodisme oui. sur cette portée. Ah bah Et oui, c'est vu très tardivement. Fais des réponses courtes, Sylvie, si tu peux, bon, parce qu'il y a beaucoup de alors, eh questions. ben, enfin, y a-t-il une Y réponse? a-t-il Non, des on études n'en sait rien. là-dessus? Non, la réponse, on n'en sait rien. Et les cas de pseudo-hermaphrodisme qui sont décrits dans la littérature, quand on voit les animaux, en fait, en général, on voit la bestiole, mais on n'a pas la description de ce qui s'est passé sur les parents, donc on n'en sait rien. Alors, C'est peut-être une question bête, mais peut-on détecter le diabète non, alors gestationnel? attends, reste sur les questions Ah, progestérone peut-être. ok. À partir de quel taux recommandez-vous de supplémenter si on observe une chute lors du 2e mois de gestation?
Ouais, moi, j'ose plus rien dire, hein. Et puis là, on rentre. Je voudrais pas rentrer dans de la Il y a consultation. un vétérinaire aussi. À quel taux de progestérone situez-vous votre limite avant supplémentation? Bah, enfin, il y a un espèce de consensus mou parce que normalement, en fait, le taux dépend du stade de la gestation. Donc, je veux pas me, je peux, s'il y a des vétos dans la salle, allez-y, je vous enverrai les règles. Mais globalement, en fait, le truc minimal, c'est souvent 10 nanogrammes ml, hein. Et quid de la façon de doser la progestérone pour justifier le traitement? L'analyseur joue-t-il beaucoup un rôle dans le diagnostic? Alors, pour l'insuffisance lutéale, en gros, on n'en sait rien. C'est-à-dire qu'on sait que effectivement, le chiffre obtenu varie selon l'analyseur. Ça, c'est exact. Mais c'est touchy essentiellement pour la mise à la reproduction et pour la mise bas. Au milieu, comme c'est 10 plus ou moins 2 ou 3, on n'est pas très énervé sur l'analyseur, à ma connaissance. Enfin, Ma, pas pre- tant que ma, ça. ma première chienne en insuffisance date des années. J'ai ici encore la descendance et aucune insuffisante. Oui, oui, Pour mais la ça, supplémentation, je l'adapte en fonction du dosage fait chaque semaine à partir de la supplémentation. ah, bah c'est top. Bah, du coup, Mm. mais après, la question, c'est est-ce qu'il faut pour chaque chienne se donner la peine de l'emmener toutes les semaines doser la progestérone chez le véto? En fait, on ne le fait normalement que pour des chiennes qui ont un facteur de risque, c'est-à-dire l'infertilité, par exemple, ou un avortement non expliqué. Parce que sinon, c'est quand même lourd. Enfin, moi, après, si vous voulez aller chez votre véto toutes les semaines doser la progestérone, ça me va bien aussi. Mais je Alors, pense que ça tient pas. en cas de taux de progestérone trop bas pendant la gestation, il est prescrit une complémentation d'hormones. Si la gestation se poursuit et que des chiots naissent, est-ce qu'une résorption d'une partie de la portée a pu avoir lieu Ah oui, entre le mauvais taux de progestérone et la complémentation alors que d'autres survivent? ah oui, 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 Ou oui. est-ce Oui, oui, ou ça c'est est-ce vrai. perdre de toute la portée d'office en cas de Non, supplémentation trop tardive? non, 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 non. En fait, ce qu'on voit dans les… C'est pour ça d'ailleurs qu'on vous demande à chaque fois qu'on dose la progestérone, on fait une échographie parce qu'en fait, ça permet justement d'adapter la dose de progestérone qu'on donne et que, en fait, au moment où on établit le diagnostic d'insuffisance de progestérone et qu'on fait l'échographie, souvent, on voit des résorptions. Donc, l'idée, c'est que les résorptions peuvent s'étager au fur et à mesure. Donc, l'insuffisance lutéale est une cause de petite portée. Alors après, tu as d'autres questions. Tu en as sur les produits anti-puces, anti-tiques. La personne est dans une région très touchée par les tiques, donc impossible de laisser sa chienne sans traitement. Malgré le NexGard ou le Seresto, j'en retrouve une dizaine par jour. Quels sont les risques? Et quel serait le moins pire? Oh, bah ça, de façon générale, je pense qu'il vaut mieux traiter contre les tiques plutôt que de laisser des tiques. Enfin, cher confrère, vous direz ce que vous en pensez. Et après, il suffit, entre guillemets, soit que votre veto, il regarde la fameuse liste auquel je faisais allusion, et puis après, sinon, il y a ce qu'on appelle les RCP, donc les recommandations d'usage des différents produits qui, en fait, vous disent si oui ou non ça a été testé lors de la gestation et ça vous permet de savoir si Il c'est n'y a pas validé sur beaucoup les de chiens produits qui gestants. ont été Non, il n'y testés a pas pendant la beaucoup qui ont été gestation et testés. puis Et c'est encore moins chez la chienne. ça. Mais c'est Donc, pour ça que la liste est sympa. est-ce qu'un petit nombre de follicules, donc petit nombre d'ovules, peut induire une insuffisance lutéale du fait qu'il y a moins de corps jaunes? Ah, oh, ça, c'est une question biologique que j'adore. En fait, quel que soit le nombre de corps jaunes, on se retrouve à peu près avec le même taux de progestérone. Mais ça, pensez-y pour les suivis de chaleur. Vous savez bien que pour les suivis de chaleur, on va vous dire l'ovulation, elle a lieu pour un taux X. Mais c'est totalement indépendant du nombre de follicules. Donc, en fait, le nombre de follicules a très peu d'impact sur le taux de progestérone. Moi, j'ai toujours trouvé ça hyper rigolo. Je n'ai pas d'explication, mais je trouve ça marrant. Et même au Donc, moment de l'ovulation, on trouve la même chose, eh ben, hein. c'est ça. On trouve la même chose. Donc, il y a une espèce de régulation globale à l'échelle de la chienne, mais la progestéronémie n'est pas proportionnelle au nombre de corps jaunes. Et c'est fascinant, hein, biologiquement. Alors, maladie de Cushing. La maladie de Cushing est-elle congénitale? Car j'ai l'un de mes pensionnaires qui est atteint et il a 10 ans. Mes clients ont détecté sa maladie il y a un an environ. Est-ce que ça peut être congénital? Eh bien, Joker, et vous Mm. savez comment on peut le savoir, mais quand Alain va répondre à ces questions à lui, je vais aller regarder. Si vous avez besoin de savoir si telle ou telle maladie est génétique ou
congénitale, que là, eh ben, en particulier, enfin bref, allez regarder sur un site de la SCC qui est très bien fait, qui s'appelle Genodog, Genodog, qui a été faite par notre collègue Marie Abitbol et qui en fait vous donne pour différentes races et pour différentes maladies, donc vous pouvez chercher par les deux clés, si y a une cause génétique connue ou une cause héréditaire connue. C'est extrêmement bien fait. Donc pour Cushing, Joker, mais je peux avoir la réponse dans pas longtemps. Alors, je Alain, crois vas-y, là, réponds qu'on a parce fait qu'il un me peu laisse le deviner. tour de tes Très bien. questions là. Ah oui, c'est un peu une question bête, mais peut-on détecter le diabète gestationnel avec un destro destiné à l'humain? J'imagine Ah, un... je suppose que c'est les lecteurs là pour Oui. de diabétiques. Alors, En fait, à ma connaissance, mais c'est une bonne question, tiens. Ces trucs-là, là, on les utilise par exemple très couramment pour faire de la glycémie ou des corsets toniques chez les ruminants, mais je ne connais personne qui les utilise. Mais si, enfin si, non, mais je vous raconte n'importe quoi. La réponse est oui. La réponse est oui. Si. Oui, oui, si, vous pouvez, ça peut se faire. En fait, on peut faire des suivis de glycémie avec les espèces de petits machins, la Frioptium, qu'on a en humaine. Tout à fait. Alors, Marine B demande à Sylvie Chastan, j'ai Ah, déjà pu moi-même. entendre qu'une chienne trop souvent gestante dans les élevages intensifs favorisait les avortements. Oh, Est-ce alors ça. vraiment le cas? Et si oui, quelle en est la cause? Alors ça, ma bonne dame, la définition de ce que c'est que le rythme optimal de reproduction chez une chienne sous l'angle biologique, c'est-à-dire en fait, eh bien, en fait, on n'a pas la réponse à cette question. Et donc, est-ce que ça favorise les avortements? J'en sais rien. Et il n'y a pas de manip à ma connaissance qui... Non, enfin, du coup, la réponse est non, on n'en sait rien. Alors après, il faut se méfier quand on parle d'avortement parce que j'ai encadré une thèse il y a 3 4 ans où on essayait d'évaluer le nombre de résorptions embryonnaires à l'échographie sur des chiennes qu'on voyait, hein, puisqu'on voit quasiment toutes les chiennes à l'échographie. Il y a un taux de résorption embryonnaire assez important, mais quand vous avez 2 3 embryons sur une portée de 10 ou 11, ça n'a pas la même signification que si tous les embryons sont en résorption. Donc, il y a des malformations chromosomiques, des gènes létaux qui peuvent s'exprimer au cours de la gestation, des embryons qui sont mal positionnés, qui ont du mal à se développer parce qu'ils sont trop près des autres, etc. Tout ça, ça va créer des résorptions. Donc, ne vous affolez pas si votre vétérinaire voit quelques embryons en train de se résorber à l'échographie précoce de gestation, hein. C'est Bah, pas... c'est un truc qu'on raconte souvent en humaine, hein, c'est-à-dire que sur alors je sais que c'est pas rigolo, mais néanmoins les pertes de gestation quand les généticiens ou les gynéco-obstétriciens vous font après ensuite des analyses génétiques dessus, en fait on s'aperçoit que il y a un très fort taux d'erreurs génétiques et que en gros bah, c'est plutôt dans ce cas-là salutaire. Donc il y a une pour des je vais y arriver pour des espèces qui ne sont pas directement sélectionnées sur la reproduction, dont la chienne fait partie, le fait de se trimballer dans la population des gènes délétères pour la reproduction, ça reste malheureusement normal, ce qui veut dire que on a finalement une bonne partie des pertes de gestation qui sont liées au fait que l'individu n'était pas viable. Et comme le dit Alain, c'est un truc parfaitement physiologique. Moi, je crois que les questions, maintenant, c'est moi, à mon Alors, avis. vas-y, boss. Est-ce que je peux juste Oui, dire au vas-y, revoir Claire. à tout le monde parce que je dois me déconnecter, je suis désolée, il est un peu tard. Et voilà, merci beaucoup. Je Merci voulais beaucoup, remercier tout Claire, le hein. monde, merci pour Voilà, mais l'invitation, merci surtout aux pensez participants. bruxellose, hein. Ouais, N'oubliez pensez pas la Bruxelles. bruxellose. Et voilà, au plaisir de faire une autre soirée ensemble. Merci beaucoup. Salut. Au revoir. Merci, Claire. Alors, Allez, à toi, j'ai Alain. une question. J'ai entendu dire qu'un reproducteur atteint d'herpès ne doit plus saillir, même de manière artificielle. Alors, comme je vous l'ai dit, la plupart des chiens d'élevage sont actuellement porteurs d'herpès, puisqu'on en trouve même énormément qui sont séropositifs. Ça veut dire que l'herpès n'est même plus en latence dans l'organisme, il s'est réactivé.
Et donc, à l'heure actuelle, sur ce qui est en tout cas les arrêts de gestation qui nous interrogent aujourd'hui, oui, il peut saillir. Donc, moi, je vois pas ce qui exclurait. Si on excluait tous les animaux atteints d'herpès, on ne fait plus d'élevage du tout. Donc, c'est pas possible. Enfin, bon, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, je ne pense pas. Bah oui, c'est sûr. Alors, après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Faut que je remonte. Durant la gestation, le col était fermé. Une vaginite inexistante ou n'ayant pas provoqué de soucis lors de l'accouplement pourrait-elle expliquer une résorption fœtale sur gestation confirmée par écho et donc liée à une endométrite? Alors là encore, je vais faire une réponse. Je sais qu'une personne a dit à la fin de ma conférence, finalement, on ne sait pas grand-chose. Et donc, je vais dire la même chose, on ne sait pas grand-chose. Mais les endométrites, c'est un domaine sur lequel on a beaucoup travaillé, nous, à Maison Alfort, notamment avec des personnes que vous avez dû connaître, comme Emmanuel Fontaine, Fernand Domir ou Paolo Borges. Et en fait, on pense que les bactéries qui sont dans le vagin peuvent contaminer l'utérus au moment des chaleurs, quand le col est ouvert, et vont être potentiellement responsables de l'inflammation endométriale et du fait qu'il y a énormément de globules blancs qui vont arriver dans la lumière utérine. Alors après, ce qui est très compliqué, c'est que quand on recherche réellement des bactéries dans l'utérus, très souvent on n'en trouve pas. Donc il semble que les défenses utérines soient suffisantes pour éliminer les bactéries, mais par contre il reste le fond inflammatoire. Donc oui, je pense, mais c'est une conviction personnelle qui n'est pas démontrée pour le moment, que les vaginites peuvent jouer un rôle sur l'apparition d'endométrite et potentiellement d'arrêt de gestation. Puisque là, par contre, on le sait, sur des arrêts de gestation inexpliqués, les endométrites sont assez fréquemment rencontrées. Donc, elles peuvent être liées aussi à des pathogènes, comme on l'a vu, hein. Une endométrite, c'est une inflammation de l'endomètre. Donc, finalement, étude à poursuivre. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Une femelle qui a eu 2 gestations avec 2 mâles différents et qui n'a eu à chaque fois que 3 chiots, a-t-elle éventuellement un problème? Il faudrait là, pour le coup, faire une échographie précoce de gestation et voir si cette chienne a eu une résorption de certains embryons. Par ailleurs, vous pouvez, au cours des chaleurs, demander à votre vétérinaire s'il le fait de faire des échographies ovariennes pour voir comment est le fonctionnement ovarien. Effectivement, si c'est je sais pas moi, une dog allemand et qu'elle ne fait que 3 chiots, c'est pas tout à fait normal. Après, elle a pu ne pas être saillie tout à fait au bon moment. Il y a des tas oui, il faut faire un suivi d'ovulation avec des dosages de progestérone, éventuellement avec des échographies ovariennes, et puis surtout ne pas oublier de faire un diagnostic de gestation précoce vers 21, maximum 25 jours de gestation pour visualiser d'éventuelles résorptions embryonnaires. Il y en a une sur la viande de volaille congelée, Oui, si on peut quand même avoir la campylobactériose. tout dépend. Alors, il y a deux réponses. D'une part, si la chaîne du froid n'a pas été respectée, c'est-à-dire que s'il y a eu des congélations, décongélations, même des décongélations partielles au cours du transport, ça peut favoriser le développement des bactéries et effectivement entraîner une contamination de l'animal. Après, le risque, c'est vraiment avec la viande crue, donc avec le barf. Parce que si l'abattoir dont proviennent les volailles n'est pas absolument rigoureux sur le plan d'hygiène, on peut avoir des carcasses contaminées. Et donc, normalement, c'est pour ça qu'il y a du très bon barf comme du très mauvais barf. Donc, il faut se méfier, il faut vraiment travailler avec une source qui est fiable sur le plan de l'hygiène. Il y en a une toute dernière sur la PCR mycoplasme. Il se demande si les résultats de PCR mycoplasme sont quantitatifs, fiables ou pas. Alors, c'est vrai que c'est le problème de l'isolement des mycoplasmes dans le vagin
des chiennes, c'est que jusqu'à une période récente, on ne disposait dans la plupart des labos, et c'est encore le cas, que d'une PCR non quantitative, c'est-à-dire on n'était pas capable d'évaluer la charge en mycoplasme dans le vagin. Et donc, on ne pouvait pas en déduire grand-chose. Donc, trouver une positivité dans le vagin, c'est difficile. Enfin, ça n'est pas concluant. Maintenant, il faudrait avoir des PCR quantitatives et savoir surtout déterminer quels sont les seuils intéressants. Donc, je crois que, je sais pas si Sylvie écoute, mais Oui. tu devais pas démarrer une étude mycoplasme justement avec Lyon sur. Si, j'attendais que tu termines, petit bonhomme. Si, on va commencer une manip avec Lyon, avec le CEREC et avec un laboratoire le laboratoire de Vetagrosub qui travaille sur les mycoplasmes, un peu toutes espèces, mais ils sont spécialisés ruminants au départ, mais là, ils veulent bien nous aider. Et donc, ce qu'on va faire justement, c'est faire des collectes, alors à la fois dans des élevages qui ont des troubles de la reproduction, sur des animaux qui n'ont pas de troubles de la reproduction, pour arriver à savoir si c'est un problème de quantité de mycoplasme, s'il y a un des 13 mycoplasmes là que tu as cité qui est plus spécialement responsable. Voilà, pour essayer enfin d'avoir une réponse à cette question. Parce que nous, Mycoplasma humain, c'est maculosum. Ouais, ce qui nous stresse en fait, c'est qu'il y a beaucoup de chiennes, enfin en tout cas toujours un trop grand nombre, qui sont mises sous antibiotiques critiques, alors que potentiellement on est à peu près tous convaincus que les mycoplasmes ne sont pas, ils sont sans doute le symptôme de la dysbiose vaginale dont Alain vous parlait, mais ils ne sont pas des agents pathogènes par eux-mêmes. Mais bref, c'est toujours pareil, il nous faut une démonstration correcte. Donc là, on se lance avec Lyon, ouais. Si ça vous intéresse, les mycoplasmes, il y a 2 thèses d'Alfort qui ont été... Non, une thèse d'Alfort et une thèse de Lyon qui ont été faites sur les mycoplasmes que je peux vous envoyer. Je les ai en PDF. Donc, vous aurez notamment la thèse de Marine Delmissier, donc DELMI2SIER, que vous devez pouvoir télécharger sur Google. Thèse, vous mettez Marine Delmissier, mycoplasme, vous devriez pouvoir la voir. Karine, il y a d'autres questions? Alors, il y aurait encore quelques questions, mais je pense que peut-être ce serait mieux Oui, j'ai vu peut-être qu'une de dame s'arrêter. demandait quand est-ce que ça allait se terminer, donc on va peut-être... Ouais, Ah, Alors, il y avait super, on va une question, laisser les dernières questions il y avait une question en sur la suspens. leptospirose, mais bon, voilà. Est-ce qu'il peut y avoir des séquelles suite à une leptospirose? La réponse est oui, absolument. Voilà, je pense qu'on a fait le tour à peu près. Ouais, je pense qu'on peut s'arrêter là pour ce soir. Et que lepto, il faut vacciner L4 parce que les urgentistes lyonnais disent que toutes les insuffisances rénales qu'ils ont sont dans les sérovars qui ne sont pas couverts par le L2. Voilà. Oui, notamment Bratislava. C'est ça. Voilà. Ben voilà, je sais pas comment tu as dit au revoir à tout le monde, mais moi je vais le dire oralement. Je Oui, sais ben pas. non. Je voulais juste, excusez-moi, je voulais juste te rappeler que cette soirée est enregistrée, donc on va faire en sorte de la diffuser le plus vite possible. Bon, ben Ok. écoutez, merci à tout le Ben, nous, on monde. la mettra sur la chaîne YouTube NeoCare, ça c'est sûr. Et chers Alphoriens, on vous donnera l'enregistrement. Si vous, enfin voilà. Ben, merci en tout cas, c'est ça, à Betty et à toute l'équipe de Oui, Toulouse pour oui, nous oui. avoir transféré de Pas Teams à appétit Zoom. surtout, hein, parce que pour tout ce qui est logistique, Et informatique, puis merci à Karine qui a ouais, fait un super boulot ici à très bien. Alfort. Depuis 2 jours, là, elle n'endort pas. Donc, Elle peut aller se coucher, c'était très bien. Oui, bonne nuit. Bonne nuit d'ailleurs. allez, bonne soirée à tout le monde.